Mona Jafarian, bonjour. Bonjour. Alors, on est ravis de vous avoir avec nous sur Tandem TV. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, Mona, vous êtes franco-iranienne, influenceuse, consultante, conférencière et surtout cofondatrice de l'association Femmes Azadi, dont on va largement parler aujourd'hui. Mais vous êtes surtout une voix forte et engagée pour la liberté et les droits des femmes en Iran. Votre discours courageux et sans compromis sur la situation politique et sociale de votre pays d'origine est une source d'inspiration pour de nombreuses personnes, et je m'inclus à l'intérieur d'elles. À travers vos publications et vos prises de parole, vous dénoncez les injustices et les oppressions subies par le peuple iranien et vous luttez sans relâche pour un Iran libre et démocratique, ce qu'il a été par le passé, donc vous savez que ce n'est pas impossible. Votre association Femmes Azadi, qui a pour objectif de porter la voix du peuple iranien, raconte et transmet le message du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Alors aujourd'hui, votre compte Instagram personnel compte 98 000 followers et le compte Femmes Azadi, qui veut dire liberté en persan, 58 000. Pouvez-vous nous parler d'abord des circonstances qui vous ont poussé à créer ce compte et cette association ? Merci à vous d'abord de me recevoir et de nous donner la parole sur notre combat. Écoutez, nous, on a créé cette association au lendemain de la mort de Mahsa Jina Amini, qui a été tuée en Iran pour une mèche de cheveux qui dépassait de son voile. Suite à sa mort, il y a eu un embrasement à l'intérieur du pays, mais vraiment dans toutes les villes du pays, dans toutes les classes sociales, et ça a été un phénomène totalement inédit. Donc nous, en tant qu'Iraniens, on a compris très vite qu'on avait affaire à une révolution, et face à un silence assourdissant des médias occidentaux, ou alors à une mauvaise interprétation du mouvement qui était en cours, on décide d'abord, moi étant créatrice de contenu, je me dis il faut créer une vidéo pour alerter les Occidentaux sur ce qui est en train de se passer en Iran. Donc, je contacte quelques femmes iraniennes qui me suivaient sur les réseaux sociaux et je leur propose de créer une vidéo avec moi pour alerter les gens. Et cette vidéo fait un buzz incroyable puisqu'on a des grandes actrices comme Juliette Binoche, Sophie Marceau, enfin énormément de personnes. On s'en rappelle, ce clip. Ouais. Magnifique. Et elle est vue plus de 10 millions de fois. Donc, c'est vrai, quand ça arrive, on se dit pourquoi en rester là, continuons. Et c'est de là que naît l'idée, en fait, de créer d'abord un collectif et de mener des actions. Et puis, très vite, on se retrouve à aller à l'Assemblée nationale, au Sénat, de travailler avec des parlementaires européens, d'aller dans les médias aussi. Et de fil en aiguille, on devient une association. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on mène pas mal d'actions politiques, aussi médiatiques, d'information pour transmettre la voix du message du peuple iranien tel qu'il est et sans qu'il soit modifié directement aux gens. Et aussi l'organisation énormément de manifestations et de conférences. Alors, vous parlez souvent de la jeunesse iranienne et de son rejet de l'idéologie du régime des mollahs. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de cette jeunesse ? Et est-ce que vous savez si on a une estimation ? Parce que vu de loin comme ça, et comme nous, on a ce qui est le plus proche de nous de ce régime rigoriste des mollahs, chez nous c'est le Hamas, c'est cette organisation terroriste qui a aussi sous son joug une population otage, la population de Gaza. Et de la même manière que la population de Gaza on a l'impression qu'elle accepte et qu'elle soutient le Hamas. On se demande, moi je me demandais si vous aviez une estimation du pourcentage de la population qui s'oppose au régime ou alors qui soutient le régime dans la population globale iranienne. Alors moi je vais parler du peuple iranien. Il faut savoir qu'en fait la culture iranienne, l'histoire du peuple iranien et les valeurs iraniennes sont diamétralement opposées à la République islamique. C'est-à-dire que nous, on refuse d'ailleurs que les gens parlent de l'Iran lorsqu'ils parlent de la République islamique, et pas que nous en tant que diaspora, mais même à l'intérieur même du pays, parce que, comme le disait très bien quelqu'un de très connu, j'ai rarement vu un peuple qui soit autant à l'opposé de son gouvernement. Pour être très honnête avec vous, l'année dernière, il y a une vidéo qui a fuité d'une réunion du corps des gardiens de la révolution islamique où ils se plaignaient eux-mêmes d'avoir un énorme pourcentage de désertion dans leur propre rang.
Et ils avançaient ce chiffre assez, assez parlant en disant qu'il leur restait 600 000 personnes dans leur noyau dur. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont 600 000 personnes à leurs ordres et à leur service sur une population de 87 millions d'Iraniens. Si on compte en plus les familles, les proches, tous les gens qui vivent finalement grâce à ce régime, on n'atteint même pas les 5% de la population iranienne. Et dans les chiffres les plus optimistes en faveur du régime, c'est-à-dire ceux qui arrivent eux-mêmes à dire, on est à 20%. Donc, ce qui est vraiment minime. Alors, juste, pardon Jérôme, juste la première partie de la question, comment est-ce que vous voyez, vous, l'évolution de cette jeunesse ? Eh bien, alors, il faut savoir que de génération en génération, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a cette jeunesse iranienne qui est particulièrement courageuse et opposée à ce régime, c'est que finalement, de génération en génération, la propagande n'a jamais marché sur le peuple iranien et que les parents ont transmis ces valeurs iraniennes. Donc, plus la population a évolué, plus les générations se sont succédées et plus ils ont eu accès aux réseaux sociaux et plus ils ont été en mesure de montrer leur contestation. Mais contrairement aux générations précédentes qui avaient quand même très peur, qui avaient été traumatisées par la République islamique et qui craignaient les massacres, qui craignaient les tortures, cette génération-là, elle est en train d'époustoufler tout le monde puisque malgré la répression, malgré les massacres, les tortures et les emprisonnements, ils continuent à résister et du coup, ils ont entraîné avec eux finalement tout le reste de cette population traumatisée qui n'osait pas forcément avant protester d'une telle manière. Bonsoir, je voulais oui, tout à fait vous poser une question et en préambule vous remercier, m'associer au mot de Galit au début de son intervention pour ce que vous faites et le travail de votre association. Je voulais vous poser une question sur l'absence de médiatisation, sauf des coups d'éclat sur ce qui se passe en Iran aujourd'hui. Quand on cherche, on peut trouver des renseignements, mais on a l'impression que ce sujet est quand même largement absent des grands médias et on a un régime dictatorial, on a des horreurs qui sont commises contre des femmes et toutes les associations féministes, on a du mal à les entendre sur ce sujet-là. Comment vous expliquez qu'il n'y ait pas plus de médiatisation de ce qui se passe aujourd'hui en Iran ? Écoutez, pour nous, c'est assez incompréhensible puisque quand la révolution a éclaté, c'était quand même la première révolution féministe de l'histoire de l'humanité. Et c'était aussi la première fois qu'on voyait des hommes sortir par milliers se faire massacrer en scandant « Femme, vie, liberté ». Donc assez naïvement, quand ça a commencé, on s'est dit c'est évident, on va avoir un déferlement de féministes dans les rues, on va être suivis, on va manifester, on sera des milliers et des milliers à porter la voix des femmes iraniennes. D'autant plus qu'on a eu un grand soutien finalement du monde artistique dans les premières semaines. Et puis, ça a été le néant, c'est-à-dire que nous, on organisait des manifestations tous les week-ends, on faisait appel aux féministes, on leur envoyait des emails, on leur envoyait des messages Instagram, et elles ne sont jamais venues, elles n'ont jamais relayé. Donc, petit à petit, on a compris qu'en fait, on avait affaire à une nouvelle forme de féministe qui finalement ne dénonçait le patriarcat que lorsqu'il était blanc et que dès lors qu'il était islamisé ou que l'agresseur était racisé, eh bien, on estimait finalement que les victimes ne méritaient plus ce relais. Et ensuite, on a eu un deuxième phénomène, c'était le détournement finalement de notre cause. Donc, la lutte des femmes iraniennes était devenue une lutte pour la liberté ou non de porter le voile, ce qui nous était absolument insupportable, puisque la réalité des faits, c'est que c'est tout un peuple qui aujourd'hui est en train de lutter contre l'islam politique, contre l'islam au pouvoir, contre un régime islamique, et qu'on était censuré parce qu'il ne fallait pas poser ces mots qui sont pourtant la réalité du quotidien des Iraniens. Et quant aux grandes instances internationales, eh bien, non seulement on n'a pas eu de soutien, mais on a même eu un soutien complètement hallucinant de la République islamique, puisqu'on a assisté au régime des mollahs qui se retrouvent à la Commission des droits des femmes à l'ONU, puis à la présidence du Forum social des droits de l'homme, puis ensuite, là, dans quelques temps, ils seront carrément à la présidence du désarmement sur le nucléaire. Donc, on a un peu l'impression que ça devient limite le Gorafi. Et dans le même temps, on voit un Guterres qui condamne la France pour sa police du vêtement, pour la baya. Donc nous, on assiste vraiment à des choses. Et hier encore, la présidente de la Croix-Rouge avait Abdollahian, qui est donc le ministère des Affaires étrangères de la République islamique, dans son bureau et qui le remerciait de ses efforts pour la paix. De la même manière qu'on avait Stéphane Séjourné il y a encore 2 semaines qui a dit texto la France remercie la République islamique de maintenir la stabilité et la paix dans la région. Donc quand on sait qu'on a affaire à un régime qui a organisé, financé et entraîné les combattants pour le 7 octobre, quand on voit qu'il finance les Houthis, le Hamas, le djihad islamique palestinien, le Hezbollah libanais et irakien,
en fait, on a l'impression de vivre dans un monde parallèle où les plus grands financiers du terrorisme sont applaudis par tout le monde et où le peuple iranien, qui finalement est en train de lutter pour sauver l'Occident, est totalement silencié. C'est assez hallucinant parce que ce que vous décrivez là, c'est ce que nous, on a l'impression ici en Israël de vivre tous les jours. C'est-à-dire, vous parliez de Guterres tout à l'heure, le président de l'Organisation des Nations Unies, qui appelle en permanence à un cessez-le-feu sans jamais appeler à la libération des otages. On a des instances internationales comme l'UNRWA qui est devenu le bras social et civil du Hamas. Israël a beau apporter des preuves, il n'y a absolument rien qui se passe. Et surtout, ces féministes et ces néo-féministes, face au sort des femmes victimes de viols et de violences sexuelles le 7 octobre, qui perdurent encore pour celles qui sont encore otages du Hamas, on a l'impression que vous décrivez un peu ce que nous, on vit ici tout le temps. On a l'impression de vivre, comme vous disiez, dans une réalité parallèle et où tout le monde a l'air d'avoir des œillères et de ne regarder que dans une seule direction. C'est juste hallucinant. Alors, on rapporte qu'en Iran, et je crois que je vous ai entendu aussi le dire dans une émission, qu'il y a en Iran 6 exécutions chaque jour d'hommes, de femmes ou même d'enfants par pendaison. Pour tenter de sensibiliser l'opinion publique sur ces exécutions massives, une campagne a été lancée avec le hashtag Cut the Rope, couper la corde. Quelles actions, à votre avis, quelles actions concrètes peuvent être mises en place pour justement faire pression sur ce régime iranien dont on pense et on a l'impression qu'il est tout puissant puisqu'il est libre de tous les abus sans que personne n'intervienne? Bien, écoutez, c'est très compliqué puisque nous, même face aux exécutions, quand on était au plus fort des protestations, on avait déjà mené une campagne massive avec des députés, des sénateurs, des députés européens pour que finalement chacun d'eux devienne le parrain d'un condamné à mort pour justement essayer de médiatiser. Donc à l'époque, comme tous les regards étaient tournés vers Téhéran et qu'il y avait du monde dans la rue, c'était un petit peu médiatisé. Donc c'est vrai que ça empêchait la République islamique de massacrer, mais c'est ce qu'on dit toujours à l'Occident, c'est que quand vous fermez les yeux, que vous détournez les yeux et que vous les laissez faire, ils ne font qu'amplifier en fait les massacres. Mais là où vous avez complètement raison, c'est qu'en fait on vit la même chose avec 18 mois de décalage vis-à-vis des grandes institutions internationales, à la seule différence que vous avez une armée qui vous protège et que nous, notre armée nous massacre. Mais de la même manière, par exemple, qu'on voit aujourd'hui Joseph Borrell, qui est donc le chef de la diplomatie de l'Union européenne, se moquer finalement ouvertement d'Israël ou des États-Unis, c'est le même Joseph Borrell qui, il y a 12 mois, quand à quasi l'unanimité du Parlement européen votait une résolution pour l'inscription du corps des gardiens de la révolution islamique dans la liste des entités terroristes, a refusé de le faire et il a ri pendant une interview et il a fini par dire ce n'est pas parce que les Iraniens n'aiment pas la République islamique qu'on va commencer à les classer comme terroristes. Donc on en est quand même à des gens aujourd'hui qui viennent faire la morale au reste du monde mais qui étaient les premiers finalement à tout faire pour préserver ce régime et faire en sorte qu'il reste en place. Donc moi la seule chose que je peux dire aux gens, c'est que profondément, il faut être la voix du peuple iranien parce qu'on a toujours l'impression que c'est un combat qui est lointain, qui est interne, mais la réalité de la géopolitique mondiale, c'est que le jour où la République islamique tombera, c'est la paix au Moyen-Orient qui pourra être instaurée et c'est la fin du terrorisme mondial, de ce djihad idéologique qui aujourd'hui gangrène nos sociétés occidentales, parce qu'on a beau essayer de regarder ailleurs, on voit bien que les masses sont de plus en plus radicalisées, que le discours est de plus en plus violent, et même nous, quand on essaye de dénoncer les exactions qui sont commises contre notre peuple, eh bien, on est systématiquement taxé d'être des agents du Mossad, de la CIA, de servir des intérêts obscurs, alors qu'en fait, on est juste en train de dénoncer la terreur d'un régime islamique qui veut exterminer ceux qui aujourd'hui tentent de les défendre. Donc, c'est assez ubuesque comme situation. Ouais. William. Oui, bonsoir, moi, je vais avoir une question un peu plus personnelle. Il y a quelques années, quand je travaillais à Paris, j'avais une collègue qui était franco-iranienne.
Alors, je ne pouvais jamais lui parler de l'Iran. Et à la limite, quand je devais lui parler de l'Iran, je devais presque chuchoter. Et à un moment donné, j'ai réussi quand même à avoir une explication. Et elle m'a dit, écoute, moi, j'ai toute ma famille à Téhéran. À partir du moment où j'ai dit un mot, je ne peux plus revenir en Iran, je ne peux plus revenir à Téhéran, et je menace toute ma famille. Et donc ma question est simple, vous êtes franco-iranienne, est-ce que vous avez le même problème? Vous n'avez pas peur que ce régime terrible menace votre famille? Est-ce que vous pouvez aller en Iran? Je suppose que alors non. moi, je ne peux plus aller en Iran maintenant, puisque si je... Vous serez arrêté, évidemment. Où l'avion atterrirait, je serais immédiatement emprisonné, torturé, condamné à mort. Moi, j'ai mon père qui est décédé pendant cette révolution, et bien évidemment, je n'ai pas pu y aller ni pour son enterrement. J'ai eu du mal à récupérer son corps, et le reste de ma famille... j'ai pas de famille proche, donc il n'y a pas moyen de me menacer directement, mais effectivement, c'est une des techniques de la République islamique, c'est d'aller arrêter, menacer, emprisonner vos proches pour faire pression sur vous. Mais sinon, à titre personnel, effectivement, je ne peux plus y aller, et j'ai d'ailleurs des instructions très claires également de l'État français pour ne pas aller dans les pays frontaliers, ne pas aller en Turquie, ne pas aller dans énormément de pays où je risquerais l'assassinat ou l'enlèvement sur place. Et en France, est-ce que vous êtes sous protection policière ou pas? Non, je ne suis pas sous protection policière, mais c'est vrai que souvent les gens me disent « mais t'as pas peur ?» Oui. Les menaces de mort que tu reçois. Mais non, pas, parce je suis pas sous protection. Parce qu'en France, il y a quand même une représentation assez de plus en plus débridée, on va dire, et de plus en plus libre, une expression de plus en plus libre de cet islam rigoriste. D'ailleurs, en préparant cette émission, Mona, je vous ai entendu faire une comparaison entre la montée du régime des mollahs donc à la fin des années 70 et la complaisance de certains aujourd'hui en France pour cet islam rigoriste mortifère. Vous savez, nous, les Iraniens, on dit que l'Europe a 50 ans de retard sur nous en termes de laïcité. C'est-à-dire qu'on est en train de voir exactement le même processus se mettre en place. C'est-à-dire qu'en Iran, la révolution a eu lieu parce qu'il y a eu une montée de ce clergé islamique, donc cet intégrisme, et qui s'est allié, qui a fait une alliance totalement contre nature, mais avec des intellectuels d'extrême gauche et une masse d'extrême gauche bien pensante qui se sont finalement alliés aux islamistes et qui ont mené cette révolution ensemble. Donc c'est eux qui ont fait basculer le pays dans l'obscurantisme. Et ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est que bien évidemment, dès que les islamistes ont pris le pouvoir, les premières personnes qu'ils ont massacrées, c'était les gens d'extrême gauche. Et finalement, aujourd'hui, on est en train de revoir le même schéma se mettre en place, où on a une extrême gauche française qui a un positionnement quand même assez particulier. Car, comme vous le disiez tout à l'heure, on peut tout à fait appeler à un cessez-le-feu, mais on n'appelle pas un cessez-le-feu pour un cessez-le-feu. En fait, si on appelle à un cessez-le-feu pour dire avec la fin du Hamas et le retour... En fait, parfois, on a l'impression d'être dans une situation complètement ubuesque où on demanderait à des gens posez vos armes, mais on laisse votre ennemi en place et on vous demande de l'accepter. En fait, c'est pas possible. Donc moi, je veux bien que M. Macron nous parle d'une coalition pour lutter contre Daesh comme on l'a fait précédemment, mais dans ces cas-là, faites. Et les négociations devraient être portées sur le fait que le Hamas devrait laisser tomber Gaza, devrait se retirer de là-bas. Et en plus, ce que malheureusement on ne voit pas dans les médias et ce à quoi nous on a accès via nos médias iraniens d'opposition, c'est que depuis une semaine, on assiste à des manifestations massives à Gaza pour la première fois contre le Hamas. Donc pourquoi ne pas mettre en avant cet aspect-là pour faire les foules occidentales prendre conscience que les premières victimes du Hamas sont quand même les Palestiniens. Donc à quoi bon demander un cessez-le-feu tout simple sans jamais demander le démantèlement d'une organisation terroriste? Pour nous, ça nous paraît complètement fou. Évidemment. Et puis vous disiez tout à l'heure que quand le régime des mollahs est arrivé au pouvoir en Iran, ça a été avec l'aide de l'extrême gauche iranienne, ce qui est paradoxal, puisque finalement, cette montée au pouvoir a aussi été possible avec un Occident qui, à l'époque, voyait dans la mise, voyait en laissant en tout cas l'accession au pouvoir aux mollahs et à Khomeini le moyen de lutter contre le communisme. Donc, oui, alors il faisait d'une pierre deux coups à l'époque, puisque non seulement l'Iran devenait trop puissant, puisque le Shah d'Iran avait modernisé énormément le pays,
Non seulement il avait modernisé le pays, il l'avait rendu vraiment totalement laïque, et en plus il avait créé l'OPEP, il était en train d'imposer donc des prix beaucoup plus élevés sur le pétrole, donc il commençait à devenir vraiment gênant pour l'Occident, et donc on est en pleine guerre froide, il faut lutter contre le communisme, et alors là on se dit on va créer cette espèce de république islamique, d'islamisme, et on va le propager dans la région, et comme ça on combattra le communisme avec des ânes enturbanés qu'on aura sous la main et qu'on pourra maîtriser. Et bien évidemment, dès qu'ils ont pris le pouvoir, ils ont envoyé tout le monde se faire paître, ils ont réclamé tout l'argent qu'ils avaient promis de ne jamais réclamer, et ils ont, dès le départ, commencé à commettre des attentats. Donc ça a commencé au Liban sur des soldats français, ils ont ensuite fait la prise d'otage de l'ambassade américaine, et ensuite il y a eu toute une série d'attentats, même à Paris, et en fait, dès le début, ils ont installé cet islamisme qu'on voit aujourd'hui à travers le Hamas, à travers le Hezbollah, à travers beaucoup d'autres organisations, c'est-à-dire prise d'otages, le bâton de la menace à chaque fois des armes et de la guerre, un djihad idéologique et toujours cette menace permanente, et on constate que 45 ans après, l'Occident continue à courber les chines et continue à marcher au coup de bâton. Et pour nous, c'est complètement hallucinant de voir qu'en fait, plus ils reculent et plus la République islamique prend de l'ampleur, puisqu'aujourd'hui, leur association avec la Russie est devenue un véritable danger pour l'Occident qui continue à fermer les yeux. Est-ce que vous croyez à un retour possible de Reza Pahlavi, de la monarchie en Iran? Alors, ce qui est complètement sûr, c'est que l'Iran de demain sera profondément démocratique et profondément laïque. Donc, même si c'était Reza Pahlavi, c'est une évidence que c'est la personne qui est la plus sollicitée aujourd'hui, c'est son nom qui est scandé dans les rues, dans les stades en Iran. Lui-même le dit, c'est la démocratie qui sera instaurée. Donc même si c'était une monarchie qui devait revenir, ça serait vraiment une monarchie constitutionnelle, comme on voit aujourd'hui en Espagne, au Japon, en Suède. Donc on n'est plus sur une monarchie, même si elle était constitutionnelle à l'époque, elle était quand même beaucoup plus exclusive, le pouvoir entre les mains d'un seul homme. Mais en fait, tout ce qu'on sait, c'est que ce sera une démocratie. Alors est-ce que ce sera une monarchie constitutionnelle, une république? On ne sait pas la forme que ça prendra. Mais c'est vrai qu'on a une personne qui est beaucoup plus plébiscitée par les Iraniens que n'importe quelle autre personne, et c'est effectivement Reza Pahlavi. Mais est-ce que c'est possible, d'après vous, un retour de Reza Pahlavi quand on voit l'axe Russie, Iran, Chine, on craint au pire? Eh bien, écoutez, vu l'état du peuple iranien, en fait, là, actuellement, en Iran, vous avez une véritable cocotte minute. Le pouvoir est profondément affaibli. Finalement, moi, je dis toujours, le peuple iranien est 100 fois plus courageux que les grandes puissances, parce que le peuple iranien croit profondément à la chute de ce régime et sait à quel point le régime est affaibli aujourd'hui et à quel point il a peur. On assiste, vous savez, nous, le 1er mars, là, on a des élections en Iran. Oui. Le régime a tellement peur qu'il y a toute une propagande qui a été mise en place pour pousser les gens au vote, parce qu'ils savent que ça va être un désaveu international, ces rues complètement vides, ces bureaux de vote vides, et ça va réexploser en Iran. Mais je ne vais pas vous cacher que les Iraniens en ont un peu marre de servir de chair à canon, puisqu'ils sont sortis en 2019, ils ont tué 5000 personnes en l'espace de quelques jours. Ils sont ressortis en 2022, ça a été rebelote. Et là, ils attendent vraiment un signe d'une grande puissance qui va leur dire, cette fois-ci, allez-y, on est derrière vous. On ne laissera pas faire comme les fois d'avant. Mais est-ce que vous pensez... comment se fait-il, par exemple, en général, dans ce genre de régime, il y a toujours l'armée qui est plus laïque que le régime en place et qui se révolte quelque part et qui essaye de prendre le pouvoir. On l'a vu dans plusieurs pays aussi pendant le printemps arabe. Est-ce que il n'y a pas une possibilité que l'armée se mette en place ? Non, parce qu'en fait, la République islamique a tout pensé dès l'instauration de ce régime. C'est qu'en fait, on a une milice paramilitaire qui s'appelle le Corps des gardiens de la Révolution islamique et qui possède entre 60 et 70% des richesses de l'Iran et qui a donc tout le pouvoir armé entre ses mains. Donc c'est eux finalement la vraie armée, sauf que le but premier de cette armée, c'est la répression du peuple iranien. Et son deuxième but, c'est le financement et l'entraînement des organisations de terrorisme du régime. Donc c'est eux en fait qu'on voit à chaque fois en Syrie, en Irak, avec le Hamas, avec le Hezbollah. Donc, si vous voulez, tout le pouvoir militaire est entre leurs mains. Donc, on a une armée régulière, sauf que cette armée régulière donc, a des chefs de la République islamique à sa tête, et elle est très verrouillée, elle n'a pas les moyens, elle n'est pas armée comme le corps des gardiens. Donc, la révolte viendra du peuple, et on sait que quand le peuple se révoltera massivement, il y aura des désertions dans leurs rangs, et il y aura énormément d'entre eux
qui rejoindront le peuple parce qu'aujourd'hui ils tiennent parce qu'on leur verse leur salaire et il y a aussi la peur entre eux. Mais voilà, mais je pense aussi que ça viendra aussi d'un signe fort de l'Occident qui dira, parce que si vous voulez, nous c'est ce qu'on dit, hein, Joe Biden il aide Israël, mais dans le même temps il a débloqué plus de 50 milliards de dollars à la République islamique. Donc en fait ce double discours permanent, les Iraniens ils voient très clair, insupportable. Donc en fait d'un côté il vous aide et de l'autre il aide au financement du terrorisme. Évidemment, donc, évidemment. Dans le monde occidental, quels sont les pays que vous voyez le plus soutenir aujourd'hui ou demain le peuple iranien? À part Israël. Bien sûr. À part Israël. Le seul pays. Mais écoutez, c'est sûr qu'à un moment donné, on fera quelque chose. Quoi, quand, comment, on ne sait pas, mais Israël fera quelque chose, ça c'est sûr. Ben, c'est peut-être le seul, quand je vous dis le seul pays, c'est pas par démagogie, c'est que c'est vraiment le seul pays qui a fait l'effort aujourd'hui d'avoir une chaîne Instagram gérée par le ministère des Affaires étrangères, uniquement en persan. L'armée israélienne a aussi une chaîne uniquement en persan parce que je pense que c'est une manière aussi de garder contact avec le peuple iranien, une manière de leur dire vous n'êtes pas nos ennemis, on a bien compris que vous n'étiez pas contre nous et que vous ne vouliez pas notre destruction. Donc finalement, il y a déjà un lien qui s'est établi et un lien de longue date entre les deux peuples. Et concernant les pays alliés, sincèrement, je vais vous dire, le seul espoir qu'on a, et pourtant, c'est pas forcément mon idéologie personnelle de base, mais ça serait une autre élection aux États-Unis et un renversement de Biden, parce que Biden était déjà dans l'administration Carter, quand Carter a soutenu Khomeini pour faire tomber le Shah. Donc, si vous voulez, cette lignée Carter, Obama, Biden, on sait que c'est les meilleurs amis des ayatollahs. Donc, tant qu'ils seront là, peu d'espoir pour nous. J'allais vous le dire, parce que j'allais vous dire, est-ce que finalement, on est dans une année électorale aux États-Unis et jusqu'à présent, on a l'impression que qu'on va assister au retour de Trump. Est-ce que pour vous, ce serait une bonne chose? Alors, moi, je vais parler en tant qu'iranienne et pas en tant qu'américaine, mais oui, ça serait une bonne chose, puisque quand Trump était président, il avait réussi à faire baisser de 80% les ventes de pétrole du régime iranien, alors que depuis que Biden est là, ils ont doublé leurs ventes journalières de barils. Quand il était là, il avait aussi gelé tous les fonds de la République islamique. Là, Biden est en train de leur débloquer 10 milliards par 10 milliards des fonds bloqués. Donc, si vous voulez, pour nous, bien évidemment, il est beaucoup plus bénéfique d'avoir Trump au pouvoir concernant la République islamique que d'avoir un Biden qui s'écrase sous leurs pieds. J'avais une autre question. Comment est-ce que le pouvoir iranien justifie auprès de sa population sa haine anti-israélienne? Parce que vu de l'extérieur, on comprend pas en fait. Il n'y a jamais eu de guerre ouverte entre les pays, il n'y a pas de conflit territorial. Quelle est la justification? Comment c'est expliqué ou mis en place? Alors, il faut déjà comprendre la base même de la République islamique, puisque Khomeini, donc, qui a créé la République islamique, était un sociopathe qui était obsédé par deux choses, Hitler et les frères musulmans. Donc, en fait, il a fait sa mayonnaise en mélangeant ces deux régimes terribles et il a créé de ça la République islamique, en partant toujours du principe qu'il fallait un levier de haine pour rassembler le peuple, et donc ce levier de haine, qui de mieux que les juifs pour le représenter? Donc on en fait le bouc émissaire de tout, et il faut savoir que pour eux, finalement le juif est le premier palier pour atteindre l'Occident. Donc d'abord on détruit le juif, et ensuite on pourra détruire l'Occident. Donc quand on nous dit oui c'est de l'antisionisme, c'est pas de l'antisémitisme, pardon je vais te le dire, mais c'est des conneries. La vérité c'est que le but, c'est, d'ailleurs ils le disent très bien eux-mêmes à la télé, on va aller les chercher partout où ils sont, parce qu'ils sont aux États-Unis, ils sont en Occident, tant qu'il y restera un sioniste quelque part, le monde ne sera pas en paix. Donc si vous voulez, ils ont utilisé toujours cette haine du juif, ça n'a pas du tout marché en Iran, tout simplement parce que les Iraniens ont une communauté juive très importante, que les juifs ont toujours vécu en harmonie avec le reste des Iraniens, qu'on a une culture zoroastrienne, donc en fait malgré ces 44 ans de régime islamique, on a gardé notre culture zoroastrienne, nos fêtes, donc on n'a jamais été brainwashé par tout ça, alors que ça a très bien marché finalement dans le reste du monde, mais pas du tout en Iran. Et d'ailleurs, vous pouvez constater que le seul pays de la région où il n'y a pas eu de manifestation pro-palestinienne, c'est en Iran. Et malgré toute la propagande, malgré tout ce qu'ils ont mis en place, ils ont payé des gens pour venir. La plus grosse manif qu'ils ont réussi à faire à Téhéran, c'est 10 000 personnes sur 12 millions d'habitants à Téhéran. Donc les gens sont très lucides sur le fait qu'ils utilisent ce levier pour créer une haine. D'ailleurs, ils l'ont dit eux-mêmes, les attaques du 7 octobre ont pour but de faire naître un antisémitisme si fort à travers le monde
on pourra détruire l'Occident grâce à ces masses qui seront radicalisées partout où elles sont. Alors Mona, moi j'ai vu, enfin on a préparé il y a quelque temps une émission sur Mike Brandt. Et Mike Brandt était venu passer 2 ou 3 mois à Téhéran, dans un hôtel du centre de Téhéran, où il donnait un tour de chant et où il avait eu un succès énorme chez vous à Téhéran. J'espère que de notre vivant, et vous et moi, on verra à nouveau des chanteurs israéliens venir se produire à Téhéran. Et j'espère que, voilà, je souhaite à votre peuple la paix, parce que c'est vrai que finalement, on a, mine de rien, des intérêts qui convergent. Et j'espère que, voilà, que nos deux peuples sauront casser la folie islamique, la folie terroriste, la folie mortifère de ce régime qui, effectivement, nous, ici, en tout cas, même à des milliers de kilomètres, nous fait quand même beaucoup, beaucoup de mal. Et comme vous le dites si bien, we will dance again. We will dance again. Merci beaucoup, Mona, d'avoir partagé ce moment avec nous. On vous dit à très bientôt, peut-être pour des bonnes nouvelles. Et bien, en tout cas, on continue à vous suivre sur les réseaux, sur Instagram. Et puis, bravo pour votre action avec Femmes Azadi. Bravo. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.